nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Elie Barnavi. Dois-je encore le présenter? Oui. Oui. Membre d'honneur du CCC. Si, attends. Vous savez tous qu'Elie est un grand historien, un ambassadeur d'Israël et surtout un Israélien comme on les aime, et aussi un sioniste qui ne s'est jamais condamné au mutisme et à l'aveuglement face au sort des Palestiniens. Et puis surtout, on ne présente pas quelqu'un qui fait partie de votre maison, car Elie est chez lui ce soir, puisqu'il est, comme il me l'a encore rappelé il y a quelques secondes, membre d'honneur du CCLJ depuis 2000. Oui, voilà. Et je pense que ce soir, nous tous, nous avons envie d'entendre Elie sur ce qui se passe en Israël et à Gaza, car évidemment, plus les jours passent, plus ce que nous ne pouvions même pas imaginer dans nos cauchemars les plus sombres se produit depuis que ce gouvernement Netanyahou, Smotrich, Ben Gvir est en place. On peut citer la trahison permanente de l'intention des pères fondateurs contenue dans la déclaration d'indépendance de 1948, qui est d'ailleurs un des plus beaux textes juifs de l'histoire, la remise en cause de l'état de droit et les offensives incessantes contre la justice, la presse, le monde associatif, le populisme, le racisme des uns, le cynisme de l'autre, la faillite sécuritaire du 7 octobre et une guerre sans fin avec son lot de crimes. L'abandon des otages et de leurs familles, car jusqu'à présent, je pense que tu vas peut-être, enfin, j'espère que tu ne vas pas me contredire, mais Netanyahou n'a toujours même pas été rendre visite aux familles des kibbutzim dans le sud, qui ont été frappés par les massacres du 7 octobre. Et je pourrais continuer à dresser cette liste de tout ce qui nous heurte en tant que juifs, attachés à Israël, mais tout simplement en tant qu'être humain. Alors pour commencer cette rencontre, Elie, peux-tu d'abord nous dire quelques mots sur la situation et toi qui organises vendredi à Bastogne un colloque sur le thème de la guerre juste. Sommes-nous passés d'une guerre juste à une guerre injuste au sens justement où Michael Walzer l'entendait, à savoir cette offensive vise-t-elle à réoccuper Gaza définitivement et à chasser les Palestiniens qui y vivent, autrement dit une épuration ethnique. Eh bien, bonsoir, chers amis. J'aimerais une fois venir ici et vous parler d'autre chose. Chez moi, j'ai quelques sujets de prédilection qui sont d'ailleurs le cœur de mon métier d'historien. Par exemple, je pourrais venir vous parler de la monarchie française au XVIe et XVIIe siècle. Je vous assure que c'est intéressant, il y a des choses intéressantes. Mais bon, j'imagine qu'on aurait beaucoup moins de monde. La nuit, avec ce genre de soirée, c'est que je suis probablement incapable de vous dire quoi que ce soit de neuf, des choses que vous ne sachiez déjà. Mais on n'est pas là nécessairement pour nous informer. On est là pour se tenir ensemble un peu chaud, pour nous reconnaître, comme on dit, et pour échanger sur ce que nous sommes, sur ce que certains essaient de faire en sorte que nous ne soyons pas, et comment faire pour réintroduire un peu de raison et d'humanité dans une situation qui visiblement manque de deux. Alors, Nicolas a commencé par un angle un peu particulier, on en parlait juste avant. Effectivement, j'organisais avec mes amis du Musée de l'Europe et de Tempora un colloque
tous les ans, à la même époque, il y a un colloque à Bastogne, près du musée de la bataille des Ardennes, sur un sujet qui touche à la guerre. Chaque année, évidemment, un sujet différent. Et cette année, j'ai proposé un thème qui, évidemment, m'était imposé par la situation. Le thème de la guerre juste. Il y a quelques années, j'ai été invité à prononcer la leçon inaugurale du festival d'histoire, des rendez-vous d'histoire de Blois, qui cette année-là était consacré à la guerre, justement. Et cette conférence inaugurale était aussi un morceau de moi-même. C'est que ce que j'essaie de faire, c'est mélanger, c'est tisser ensemble mon expérience personnelle de soldat et une réflexion d'historien et de politologue sur la guerre. Et ça a donné un petit livre qui a été publié chez Flammarion, qui s'intitule « 10 thèses sur la guerre ». Et maintenant aussi, c'est mon expérience, c'est ma réflexion, c'est ma vie là-bas qui m'a fait penser à ce colloque, au thème de ce colloque, puisque c'est un thème universel. Vous savez sans doute que cette notion le débat sur la guerre juste remonte à l'Antiquité, et des générations de philosophes, de théologiens, de philosophes, de juristes ont débattu de la guerre juste. Qu'est-ce que c'est, en fait? Y a-t-il de guerre juste? Alors, il y a tout un segment de la population qui ne veut pas, qui refuse la guerre par principe. Ça s'appelle le pacifisme. Pour ces gens-là, il n'existe pas de guerre juste. Toute guerre est injuste. Verser le sang, c'est défendu. C'était un peu la position du pape qui vient de nous quitter, du pape François. Pour lui, il n'y avait pas de guerre juste. Mais c'est une minorité. Évidemment, pour la plupart des penseurs, des gens qui sont penchés sur cette question, évidemment, il était évident que des gens s'affrontaient autour de quelque chose. C'est quelque chose pouvait justifier la prise d'armes ou ne pas la justifier. Et donc, il y a eu tout un tas de critères, depuis Saint-Augustin, et même avant, depuis Aristote. Les gens se sont demandé ce que c'est et quelles sont les conditions qui pourraient faire dire que nous sommes dans une guerre juste. Ou au contraire, nous sommes dans une guerre injuste. Et quand j'ai proposé ce sujet, donc, la guerre faisait déjà rage, la guerre de Gaza faisait déjà rage, et ça m'avait frappé à quel point une guerre qui a commencé comme une guerre juste, évidemment juste, une guerre qui répondait à une agression épouvantable, comment cette guerre s'est muée très rapidement à une guerre moins juste pour devenir finalement une guerre totalement injuste et aussi injustifiée. Mais je reste dans ces catégories de guerre juste ou de guerre injuste qui sont des catégories philosophiques et juridiques, alors que la guerre injustifiée est une catégorie politique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la riposte était évidemment obligatoire, mais que l'énormité du crime du 7 octobre et la profondeur du traumatisme ont fait que toutes les digues ont lâché. Or, c'est que des gens, que des populations soient traumatisées
et soit prête à tous les excès, c'est, si j'ose dire, normal. Mais que les chefs, les leaders, exploitent ce sentiment d'abandon et de trauma pour arranger leurs petites affaires, ça c'est impardonnable. Et ce qui s'est passé en fait, et je simplifie beaucoup évidemment, c'est la conjonction entre le sentiment de la masse d'Israéliens, le sentiment de désarroi, de colère, de dégoût, de vengeance, et une classe politique qui s'est servie de ces sentiments pour avancer ses intérêts politiques. Et ça a donné, évidemment, très rapidement, étant donné la disparité de puissance et le fait que toutes les barrières ont sauté, ça a donné une guerre sauvage et totalement injuste. Et à cela s'est ajouté aussi le fait qu'elle est devenue très rapidement, évidemment, injustifiée. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à en tirer non plus. Une guerre sans objet. Voilà ce qui nous rattache un peu à ce colloque. Nous allons, comme toujours, publier les actes. Et le moment où ça sera fait, vous pourrez en avoir. Le prix est modique. Et il y a des choses intéressantes, je crois. Il y a des choses intéressantes de tout point de vue, n'est-ce pas? Alors, la différence entre les gens qui viennent à ce colloque, les gens que j'ai invités, c'est que pour eux, c'est un sujet d'intérêt intellectuel, moral, historique. Pour moi, c'est un sujet d'intérêt existentiel. Alors, quand je dis existentiel, c'est pas que je pensais un instant qu'il y avait un danger existentiel pour Israël physiquement, que le Hamas remettait en cause l'existence physique d'Israël. Tout ça, c'est des racontars. Existentiel du point de vue moral, existentiel du point de vue du visage des sociétés. Pour dire les choses brutalement, est-ce qu'Israël sera un pays où des gens comme moi, comme vous, pourront vivre ou non? De ce point de vue-là, oui. Ce conflit est le premier conflit existentiel de l'histoire d'Israël. On a eu la guerre d'indépendance, qui était, lui, un conflit existentiel physique. On a eu la guerre du Kippour, où le sort d'Israël, pendant un moment, a balancé là. Mais on n'a jamais eu de guerre pendant laquelle on ait pu se dire est-ce que la manière dont nous sortirons de cette guerre vaudra encore qu'Israël mérite de vivre. Et ça, c'est quelque chose de terrible, c'est un sentiment épouvantable. Et quand on vit là-bas, on vit sous cette pression-là tous les jours. Et tous les jours, je me réveille le matin avec un sentiment de chape, d'étouffement, et je ne sais pas pourquoi. Il me faut du temps pour sortir des brumes du sommeil. Je me dis, mais oui, qu'est-ce que cette nuit nous a encore apporté? C'est un sentiment que nous portons avec nous sans arrêt, sans arrêt. J'ajoute juste un mot dans cette introduction parce que Nicolas en a parlé aussi. Ce caractère bestial qu'a pris mon pays se traduit évidemment par les destructions que nous infligeons à Gaza, par le mépris de la vie humaine là-bas, mais aussi par la manière dont nous traitons nos propres compatriotes. Il y a aujourd'hui, pour un segment de la population et pour le gouvernement, les otages sont une nuisance. Ils le disent. Le souci des otages nous empêche d'obtenir la victoire totale que nous méritons. Et donc, on est en train, Israël sacrifie
délibérément des dizaines d'Israéliens pour prix supportable, nécessaire pour la poursuite de cette chimère, la victoire totale. C'est ça qui se passe. Et ça, les Israéliens, évidemment, dans l'immense majorité, ne l'acceptent pas. Mais je ne veux pas transformer ça en une conférence. Ce n'était pas le cahier de charge. Mais justement, puisque tu l'as évoqué, c'est quoi la victoire totale Mais je n'en sais fiche rien. Pour le gouvernement? Personne ne sait. Personne ne sait. En fait, pour le gouvernement, ils ne l'ont jamais dit. Ils disent qu'il faut éradiquer le Hamas. Mais éradiquer le Hamas n'est pas possible. Éradiquer le Hamas n'est possible que si vous mettez quelqu'un d'autre à la place du Hamas. Sinon, vous ne pouvez pas. Jamais personne n'a vaincu une guérilla sans la remplacer par quelque chose d'autre qui soit acceptable. Jamais. Moi, je connais un cas dans l'histoire contemporaine où une armée régulière a effectivement vaincu une guérilla, c'était au Sri Lanka, mais la guérilla a été remplacée aussitôt par les structures de l'État sri-lankais. Or, ici, ils refusent même de réfléchir à ce par quoi on pourrait remplacer le Hamas, étant donné qu'on ne veut d'aucune solution. Sauf, et ça c'est l'extrême droite du gouvernement, c'est ce qu'ils veulent, c'est que ce soit Israël qui s'en occupe. C'est-à-dire, pour eux, la victoire totale, ils sont les seuls à avoir une idée de ce que ça pourrait être, c'est vider le territoire de sa population palestinienne, le remplacer par un gouvernement militaire et réinstaller des colonies juives dans ce territoire. Voilà ce qui serait la victoire. Or, comme pour cela, il faut vraiment vider le territoire, c'est-à-dire que cela passe par le nettoyage ethnique de l'ensemble des Palestiniens de Gaza. Vous comprenez bien que depuis la guerre, nous avons tué pas mal de terroristes. Ils étaient environ 30 000 terroristes armés. Vous savez combien ils sont aujourd'hui? Entre 20 000 et 30 000. Mais forcément, qu'est-ce qu'un terroriste à Gaza maintenant? Ils n'ont plus des bataillons, et des régiments et des structures militaires organisées comme avant. Ça, c'est terminé. Ce n'est rien. C'est une bande de va-nu-pieds. Mais c'est une bande de va-nu-pieds de 20 000 hommes. Comment ça se fait qu'il soit encore 20 000? Mais c'est simple. Vous prenez un gamin de 15-16 ans qui a vu sa famille écrabouillée sous les bombes, vous lui donnez quelques sous parce qu'il n'a rien, et un Kalachnikov, et vous avez un terroriste. Et c'est pour ça que tant qu'il y a des Palestiniens, c'est infini. Ça ne pourra jamais s'arrêter. De ce point de vue-là, l'extrême droite a raison. Si on veut vraiment la victoire totale, il faut tous les tuer ou les expulser. Mais ça, c'est pas possible. Même Trump a compris ça. Ça, c'est pas possible. Et donc, on est pris dans une espèce de limbe où on ne sait littéralement pas que faire. Vous écoutez ce que Netanyahu dit, ça n'a aucun sens. Il ne sait pas. Il ne sait pas que faire. Tout ce qu'il sait, c'est répéter ce mantra, victoire totale, victoire totale. Il sait très bien, et les généraux savent que ce n'est pas possible, et ils le disent. On a sans arrêt des officiers généraux qui disent ça, ce n'est pas possible. Je ne parle pas seulement des réservistes, je parle des généraux du cadre militaire, du cadre actif, qui disent, évidemment, sous couverture d'anonymat, mais ils le disent, on ne peut pas. Tous les anciens chefs militaires du Shin Bet, ils disent, tout ça c'est de la comptare, on ne peut pas, ce n'est pas possible.
Et lui, il y va. Pourquoi il y va? Mais parce que c'est sa survie politique qui est en jeu. Y a-t-il des personnalités capables d'affronter Netanyahou et de le battre? Mais aussi les Israéliens savent-ils ce qu'ils veulent? Ou alors le 7 octobre, comme tu l'as expliqué, les ont plongés dans un état d'esprit qui les empêche de voir les choses clairement. Et la société est-elle davantage, aussi c'est un problème j'imagine, polarisée que par le passé, ce qui empêche justement tout changement de cap possible? Alors, l'état politique de la société est le suivant. Il y a une très grosse majorité, tous les sondages sont récurrents, environ 70%, qui sont hostiles au gouvernement Netanyahou. S'il y avait des élections demain, il les perdrait sèchement. Tous les sondages disent ça. Smotrich, qui est l'un des ministres les plus puissants du gouvernement, le ministre des colonies, enfin des finances aussi, mais des colonies surtout, et il ne franchit pas, dans aucun sondage, il ne franchit le seuil électoral. Et donc, de ce point de vue-là, la situation est claire. Maintenant, le problème, il y a deux questions qui se posent là. D'abord, quelle est la nature de cette opposition? Pourquoi s'opposent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et deuxième question, comment traduire dans les faits cette hostilité à Netanyahou? La deuxième question est la plus facile. Traduire dans les faits, c'est pratiquement impossible. Il y a une situation institutionnelle qui est là, et le gouvernement a une majorité solide à la Knesset, qui est très soudée parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas d'avenir, et donc ils ne veulent pas d'élection. Il n'y a pas de mécanisme institutionnel qui nous permet de nous débarrasser de Netanyahou avant la prochaine échéance électorale. Et donc, ce qui reste, ce sont des manifestations. Il y en a des quotidiennement, il y a des manifestations, il y a des pressions internes très graves, il y a toutes sortes de choses, mais rien qui puisse déboucher sur une véritable solution politique. Alors, ça va venir. La prochaine échéance électorale est en octobre 2026. À mon avis, il ne tiendra pas d'ici là, mais pas à cause de ce qui se passe dans le pays, mais surtout à cause de ce qui se passe à l'extérieur, on y reviendra. L'autre question est plus intéressante. Quel est véritablement l'état de l'opinion publique? Alors, ce que les gens veulent, ils sont unis autour de l'exigence de la libération des otages et de l'arrêt de la guerre. Ils veulent l'arrêt de la guerre pour récupérer les otages. Quel est leur sentiment par rapport à ce qui se passe à Gaza? Quel est le sentiment par rapport à une solution politique possible? Ça, on n'en sait pas grand-chose. Tout ça est extrêmement fluctuant. Il est probable qu'il y ait eu un brutal déplacement de l'opinion en général vers la droite, mais avec ce caveat qu'ils veulent absolument récupérer les otages et qu'ils veulent que pour cela, ils sont prêts à payer le prix de l'arrêt de la guerre. Il s'agit bien de cela. C'est ce qu'on dit sans arrêt. Même au prix de l'arrêt de la guerre. Comme si l'arrêt de la guerre était un prix à payer. Comme si cette guerre avait un sens. Alors qu'on devrait savoir que cette guerre n'a plus aucun sens militaire. Je voudrais insister là-dessus. Vous vous rendez compte du crime que ça représente? On voit des jeunes tuer et se faire tuer pour des raisons purement politiciennes, alors qu'il n'y a aucun justificatif militaire, sécuritaire à cette guerre. Ça,
On n'a jamais connu ça. Ça, c'est une nouveauté absolue. Rien que pour ça, il mériterait d'aller en prison jusqu'à la fin de sa vie. Mais il tient pour les raisons que je dis. Il tient parce que le seul moyen de le faire tomber, c'est une insurrection et que les gens ne sont pas prêts à cela. Et que l'autre façon de le faire tomber, c'est que l'armée, les réservistes, refusent massivement d'aller à la guerre, et ça, la plupart ne sont pas prêts non plus. Il y a un tabou très fort en Israël sur le refus de la mobilisation, sauf chez les Haredim. Là-bas, le tabou est en sens contraire. Et d'ailleurs, les Haredim sont en passe d'obtenir une exemption définitive, c'est ce que tu dis. Alors, l'un des problèmes que l'armée a, c'est qu'elle n'a pas d'hommes, elle n'a pas assez d'hommes et de femmes. Et comme on est engagé sur plusieurs fronts, et sur des périodes très longues, il y a des réservistes, des milliers de réservistes qui ont fait plus de 200 jours par an de service militaire. Alors, ce sont des pères de famille, ils travaillent, ils ont des affaires, ils étudient. Enfin, ce sont des vies mises vraiment à plat. Et en face, on voit des dizaines de milliers de jeunes qui disent non, on préfère mourir plutôt que de faire un service militaire. Et le gouvernement prépare une loi pour rendre l'exemption des Haredim du service militaire cachère, c'est-à-dire pour pérenniser, inscrire dans le marbre l'exemption militaire des Haredim. Et ça, l'opinion est bout, vraiment vent debout contre ça. C'est l'un des points d'achoppement de cette coalition. Et là, les Haredim, les partis ultra-orthodoxes, ne parviennent pas à obtenir cette loi, même avec cette coalition. Mais ils ne quittent pas non plus. Parce que où irait-il? S'ils quittent la coalition, c'est terminé pour eux, ils savent. Il n'y aura pas de gouvernement de l'échange. Et donc, nous avons affaire à une société qui est vraiment éclatée en courant hostile entre Haredim et séculiers et nationaux religieux, ensemble de ce point de vue-là, entre gauche et droite. Il y a encore une gauche qui s'exprime, peu, mais qui s'exprime, entre messianiques et gens à peu près normaux. C'est-à-dire que tout ça ne fait plus société. Or, il y avait en Israël, toujours, et ça même nos adversaires le disaient. Je me souviens d'un jour où j'ai accueilli Pierre Vidal-Naquet, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, très grand historien et intellectuel public, juif, très critique vis-à-vis d'Israël. Et en débarquant à l'aéroport, il m'a dit, et puis il a écrit, il m'a dit, la première chose qui frappe quand on débarque ici, est que ce peuple est une nation. Et ça, il avait senti ça, il avait compris. C'est-à-dire, ce qui nous unissait était beaucoup plus important et beaucoup plus fort que ce qui nous divisait. C'est terminé. Nous sommes une société atomisée, en fait, en état de guerre civile latente. C'est ça Israël aujourd'hui. Et par rapport à la classe politique, j'imagine qu'elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Surtout ça, c'est la lithote du siècle. La classe politique, mais quelle classe politique? Il y a la coalition au pouvoir. La coalition au pouvoir est faite du Likoud, qui est devenu un parti cananiste. C'est plus du tout le Likoud. Non pas que le Likoud avant, c'était un parangon de démocratie, il ne faut pas exagérer. Maintenant,
On est tous larmoyants quand on parle du Likoud de Begin ou de Shamir. Mais c'était quand même autre chose que ce qu'on a aujourd'hui. Le Likoud aujourd'hui a été phagocyté par l'extrême droite. Il n'y a pratiquement pas de différence entre la plupart des ministres et des députés du Likoud et Ben Gvir et Smotrich. C'est le même magma. Donc, le gouvernement, c'est quoi? C'est donc le Likoud, le grand parti de droite devenu un parti kahaniste. Les deux partis kahanistes, donc Smotrich et Ben Gvir, et les ultra-orthodoxes, qui sont autonomes. Ils ont d'autres intérêts, mais qui marchent avec les autres parce que c'est leur maison. C'est là qu'ils trouvent leur avantage. Les budgets dont ils ont besoin, l'exemption du service militaire quand même, sans la loi, mais effective, ainsi de suite. Voilà la droite. Alors, à gauche, il y a un parti. On les appelle les démocrates maintenant. C'est une alliance des travaillistes de Meretz, dirigée par un ancien chef d'état-major général adjoint qui s'appelle Yair Golan, et qui est le seul parti aujourd'hui de la gauche sioniste et qui fait son travail. Il est là où il doit être. Et puis il y a le reste. Et le reste, c'était marais. On appelait ça comme ça le centre en France, dans l'histoire constitutionnelle française. Il y a une espèce de marais où vous trouvez Gantz, où vous trouvez Lapide. Ce sont des centristes mous et qui espèrent encore, dans leur imbécilité politique, ils espèrent encore grappiller des voix à la droite modérée, comme s'il y avait encore une droite modérée. La droite modérée, c'est eux. Ils ne s'en rendent pas compte. Or, ce sont des gens qui n'ont pas encore compris le béaba de la politique partout, pas seulement en Israël. Si vous n'existez pas par vous-même, si vous essayez d'imiter l'adversaire sera toujours plus fort que vous. Les gens iront vers l'original plutôt que vers la copie. Et on le voit bien. Gantz est en train de fondre comme neige au soleil. On le créditait de 24, 25 mandats. Et tout juste, il en a maintenant 7, 8. Lapide s'en sort un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Parce qu'ils essaient de jouer aux plus patriotes. Vous ne jouerez jamais aux plus patriotes avec Ben Gvir. Ce n'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qui reste à part ça? Il reste des partis arabes. Donc voilà la classe politique israélienne. Alors, s'il y avait des élections, il y aurait de quoi... Ah oui, et j'oubliais Bennett, l'ancien Premier ministre, qui a quitté la politique provisoirement et qui va revenir. Il a même créé un parti en vue des prochaines élections qu'il a appelé modestement Bennett 2026. Ça parce qu'il fallait prendre date. Alors, si lui vient vraiment, il viendra, il est déjà crédité, avant qu'on sache ce qu'il veut, avec qui il vient, il est déjà crédité à 26 mandats. Bennett. Il est déjà crédité à 26 mandats. Pourquoi? Parce que les gens se souviennent avec affection d'un Premier ministre normal. Oui, ils aspirent à la normalité. C'est-à-dire quoi un gouvernement normal? Ce qu'on appelait le gouvernement du changement, qui a bien fonctionné, effectivement. Il n'a résolu aucun de nos gros problèmes. Il ne pouvait pas résoudre le problème palestinien. De ce point de vue-là, Bennett était un homme d'extrême droite religieuse. Mais ils ne se sont pas tirés dans les pattes, ils ont été polis les uns avec les autres, ils se sont occupés de leur ministère, ils ont travaillé pour le bien commun. Extraordinaire. Non? Extraordinaire. Et donc les gens se souviennent avec nostalgie. Et donc, s'il venait, il serait Premier ministre, il n'y a pas de doute. Avec qui? Ben, avec Lapide, avec Yair Golan, avec tous ces gens-là. On aurait une espèce de ressuscité du gouvernement de changement
qu'on a eu avant novembre 2020. Ce serait déjà un immense progrès. Voilà un peu la carte politique telle qu'elle se présente aujourd'hui. Alors, si en ce qui concerne la scène politique israélienne, apparemment nous sommes condamnés à faire le gros dos et à serrer les dents, on attend de nouvelles élections. Qu'en est-il de la scène internationale? Trump peut-il faire pression? Ou y a-t-il d'autres acteurs, comme on a vu ces derniers temps, le Canada, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie? Alors, c'est le gros changement qui est en train de se dessiner. Et je crois que c'est réel. C'est que Netanyahou est arrivé au bout du rouleau avec la communauté internationale. On ne peut plus le voir en peinture, pour parler vulgairement. Et donc l'Europe, je ne sais pas si vous avez vu le dernier communiqué, enfin le dernier document tripartite Grande-Bretagne, France, Canada, les déclarations de Macron, les menaces que l'on entend, l'atmosphère a changé parmi les amis d'Israël. Évidemment, il reste toujours Orban, l'Azerbaïdjan, je ne sais pas quoi. Il reste, il a encore des amis. Mais l'Occident, dans l'ensemble, vomit Netanyahou et ne peut plus tolérer ce qui se passe à Gaza. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut s'attendre à de vraies pressions. On n'a jamais eu encore. Des vraies pressions, ça veut dire quoi? Les Hollandais ont déjà suggéré de rouvrir, réexaminer l'accord d'association Union européenne-Israël de 1996-95. Et ça, ce serait une catastrophe pour Israël. Mais avant même qu'ils le fassent, il y a déjà beaucoup de boîtes qui refusent de traiter avec Israël. Ils disent, vous n'êtes plus fréquentable. Alors, il y a les États-Unis. Et ça, c'est la grande inconnue parce que c'est Trump. Et Trump, on ne sait jamais ce qu'il va faire demain. On ne sait pas ce qu'il va faire tout à l'heure. Et donc, c'est compliqué. Mais ce que l'on peut dire, dans une analyse plus ou moins rationnelle, ce que l'on sait de Trump, d'à peu près certain, c'est qu'il est intéressé uniquement par Trump. Et qu'être intéressé par Trump, c'est intéressé par la richesse de Trump, par la gloire de Trump, par sa capacité à faire ceci ou cela, et que dans cet ensemble, Netanyahou est devenu une nuisance. Et il le dit. Et ça, c'est un énorme changement. Vous avez sans doute suivi son voyage dans les pays du Golfe, dans le Golfe. C'était formidable. C'est-à-dire, il a tout fait, il a agi comme si Netanyahou n'existait pas. C'était un homme qui s'est toujours fait passer pour le spécialiste numéro 1 des États-Unis, celui qui faisait la pluie et le beau temps sur le Capitole, l'homme capable de... Enfin bref, un deuxième président des États-Unis. Il a été traité en quantité négligeable. Il a conclu une armistice avec les Houthis. Il a fait libérer le seul soldat israélo-américain, sans même demander l'avis de Netanyahou, et en laissant moisir dans les tunnels de Gaza tous les autres, les Israéliens, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un passeport américain. Il a signé des contrats mirobolants avec l'Arabie saoudite, avec les Émiratis, avec le Qatar. Et il fait savoir de plus en plus bruyamment qu'il veut que la guerre s'arrête. On est en train véritablement de devenir un paria international.
Maintenant, si Trump, jusqu'à maintenant, comment dire, l'opinion commune était que si Trump intimait l'ordre à Netanyahou d'arrêter, il arrêterait. Et je n'en sais rien. Je ne suis même pas sûr que c'est encore vrai. Tandis qu'il est, l'homme me semble engagé dans une espèce de fuite en avant qui a perdu tout contact avec le sol. Et il est parfaitement capable de dire moi je continue. C'est moi qui sais quels sont les intérêts de mon pays, je continue, au mépris des injonctions américaines. Alors s'il fait ça, alors là, Trump risque de lui montrer ce qu'il sait faire. Parce que l'homme est, bon, pas besoin de faire un dessin, c'est Trump. Donc, nous sommes à un moment de bascule, d'équilibre instable, où tout peut arriver. Il y a, je peux voir, une direction heureuse, vraiment. Il y a dans les moments tragiques de l'histoire, il y a toujours une promesse, si vous voulez. Je dis toujours que là, au bout du tunnel de la Shoah, il y a eu l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a moyen de se servir du malheur au bout de la Seconde Guerre mondiale, des souffrances de l'hitlérisme. Il y a eu l'Europe unie. Il y a moyen, Churchill disait, je crois, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Il y a des moments où on peut sortir du malheur quelque chose de positif. Et ce que cette guerre a fait, elle a créé pour nous, grâce à l'armée, elle a créé la situation géopolitique la plus heureuse qu'Israël ait jamais connue. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire là, il n'y a plus d'axe iranien, d'axe de résistance, c'est terminé. Le Hezbollah a été aplati, le Hamas est dans un état épouvantable, l'Iran a été très durement touché, le régime syrien s'est effondré, c'est-à-dire que le pont Téhéran, la Beka est rompu. Et il y a une coalition d'États sunnites qui ne demande qu'à faire un bout de chemin avec Israël. C'est paradoxal. Il y a moyen maintenant de transformer de fond en comble le Proche-Orient pour en faire un environnement confortable à Israël. Et au-delà, n'est-ce pas, the sky is the limit. L'autre possibilité, c'est l'épuration ethnique, la guerre sans fin, évidemment l'impossibilité d'atteindre quelque normalisation que ce soit avec les Saoudiens et donc avec le monde musulman, et l'effondrement de l'économie, l'effondrement de la démocratie, tout ce que vous imaginez. On est là, on est à ce carrefour-là. Alors, quel est le chemin que nous emprunterons? Je suis incapable de vous le dire. Comment expliques-tu justement la réserve et le calme des pays arabes qui se sont quand même montrés assez timides? Ils ne sont pas timides, ils veulent faire affaire avec Israël. Ils ne sont pas timides. Ils ont besoin des Américains. Il n'y a plus dans le monde que nous habitons que deux puissances maintenant auxquelles se raccrocher, les États-Unis et la Chine. La Chine, quoi que l'on dise, n'est pas très attrayante. Surtout pour ces pays-là. Ces pays-là sont orientés vers les États-Unis depuis des décennies. Depuis que, dans la foulée de la guerre du Golfe, l'Égypte, de la guerre du Kippour, l'Égypte a chassé les conseillers soviétiques et a orienté l'Égypte, principal pays arabe à l'époque, vers les États-Unis. C'est ça qu'ils veulent.
Ils veulent un Proche-Orient débarrassé de l'influence iranienne et ouvert au commerce. Voilà, pour pouvoir nourrir leur population qui explose, qui souffre du changement climatique. L'une des raisons premières de la vague de révolution arabe au début des années 2010, c'est la sécheresse, c'est les changements climatiques. Ils ont besoin d'un monde calme pour pouvoir faire du commerce, utiliser les nouvelles opportunités technologiques et faire alliance. Pour ça, Israël est important. Israël est une puissance, Israël est important. Donc ils sont calmes pour ça. Ils veulent un Proche-Orient en réseau avec Israël sous domination américaine. Voilà le rêve des MBS et autres Benziat. C'est ça qu'ils veulent. Et donc, ils attendent, en plus, il ne faut pas oublier qu'ils détestent le Hamas. Et tous ces régimes sont viscéralement hostiles aux djihadistes politiques. Tous. Même le Qatar était assez proche des frères musulmans. Le Hamas, non. Ils ne sont pas pour ça. Et donc, ça explique pourquoi ils étaient prêts à ce qu'Israël tape sur le Hamas. Mais quand on fait ce qu'on est en train de faire, c'est trop pour eux. Ils ont quand même, ce ne sont pas des démocraties scandinaves, mais ils ont une opinion publique, et ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et la rue arabe est très remontée contre Israël. Et donc, ils ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi. C'est pour ça que le même MBS qui promettait la normalisation avant le 7 octobre, à condition que l'on dise quelque chose sur les Palestiniens, que l'on dise, pas qu'on fasse. Il était prêt à normaliser avant même qu'on fasse un geste pour les Palestiniens. Aujourd'hui, il ne peut plus, il n'est plus prêt à ça. Et donc voilà ce qui explique ce que tu appelles la timidité arabe. Ce n'est pas de la timidité, c'est de la politique. Le monde arabe a profondément changé et la dimension pro-palestinienne, révolutionnaire, tout ça, c'est terminé pour eux. S'ils pouvaient faire comme les Anglais disaient qu'ils seraient heureux de voir l'Irlande sombrer dans la mer, si demain les Palestiniens disparaissaient, il n'y a pas un régime arabe qui mettait de la cendre sur la tête. Pas un. Les populations, c'est différent. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que je dis qu'il y aurait moyen de vivre dans un environnement très différent, de révolutionner en quelque sorte. Vous savez, juste un mot, parce que ça, pour moi, ça a valeur de test. Quand j'étais gamin, nous allions à Lod, à l'aéroport, pour voir partir les avions. C'était un sport comme ça. Parce qu'aller à l'étranger, c'était un rêve. Et donc, on allait voir les avions décoller. Et quand vous regardiez les départs, la liste, enfin l'affichage des destinations, il y avait l'Europe, l'Amérique et c'est tout. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas, un Israélien n'avait pas où aller. Europe occidentale, États-Unis, Australie et Canada. Et basta. Vous allez maintenant à l'aéroport Ben Gurion. Le monde, y compris la plupart des pays musulmans. C'est ça la réalité du Proche-Orient aujourd'hui. Et au lieu de saisir cette réalité et d'en faire quelque chose, de dessiner un avenir à ce pays, on a Smotrich. Alors, on a évoqué la société israélienne, la scène politique internationale, les pays arabes aussi. Alors venons-en maintenant à nous, les Juifs en Europe, en diaspora. Différentes personnalités juives attachées à Israël en Europe se sont exprimées pour dire le malaise et leur désespoir face à ce qu'ils considèrent comme une faillite morale. Qu'en penses-tu ?
le moment devait être important et opportun, puisque ces réactions non concertées sont intervenues au même moment. Et au-delà de ton appréciation à propos de ces réactions, j'aimerais te demander si nous, Juifs d'Europe, sommes aussi, pour paraphraser le verset biblique, les gardiens de nos frères, et utiliser cela comme un point de départ pour interroger notre responsabilité morale vis-à-vis des actions de l'État d'Israël. C'est la même question, en fait. C'est la même question. C'est-à-dire que là, bon, c'est à vous de nous dire à quel point Israël reste important pour vous. Mais je connais assez la diaspora juive, du moins en France, en Belgique, pour savoir que c'est une non-question. Évidemment, c'est important. Évidemment qu'Israël est une part importante de l'être juif en diaspora, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, évidemment. Et à partir de ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Que font les Juifs? Alors en gros, il y a deux attitudes possibles. Il y a ce qu'on pourrait appeler l'attitude communiste au temps de Staline. On ne fait rien. Moi aussi, on manifeste et on est pour. Quoi qu'il fasse. Right or wrong. Ça, c'est une attitude. Et nous sommes fidèles à Israël. Nous ne sommes pas israéliens. Nous ne payons pas l'impôt du sang. Nous n'avons pas à nous mêler de ce qui se passe. Parfois, nous n'en pensons pas moins. Mais notre fidélité est absolue et elle se manifeste comme telle. C'est une attitude qui est très courante, qui est même, je pense, la plus courante, que l'on voit aussi bien ici, en France, en Grande-Bretagne, mais pas aux États-Unis. De moins en moins. Et puis, il y a l'autre attitude. Je laisse de côté l'attitude, l'antisionisme juif, ça, c'est encore autre chose. Je m'intéresse ici uniquement aux Juifs qui se sentent solidaires d'Israël, pour qui Israël est une part importante, sinon essentielle, de l'identité juive. Alors l'autre attitude, qui est, j'espère, la nôtre ici, c'est de dire non. Rien n'est inconditionnel dans ce bas monde. Pour les Juifs, même Dieu, l'amour de Dieu n'est pas inconditionnel. On peut discuter même avec Dieu. Alors, peut-être même avec Netanyahou. Et donc, ce segment de la sensibilité juive dit non, il y a une vérité, il y a des choses qui se font, qui sont inacceptables, et je vais le dire. Et je vais le dire parce que je suis comptable justement de mes frères, et que je suis comptable de ma conscience, de mon histoire, de ces mes constituts en collectif juif, et ça, je ne peux pas l'admettre. Et donc je le dis parce que la vérité est une. Alors, leur dit-on, les autres, oui, mais on va vous instrumentaliser. Vous allez hurler avec les loups. N'est-ce pas? C'est un argument très courant, ça. À mon avis, la réponse correcte, morale et politique, c'est de dire, mais tant pis pour les loups. Je prendrai soin de dire, je ne hurle pas avec les loups. Ce ne sont pas les loups qui vont déterminer ce que je dis, ce que je ne dis pas. Je me détermine en fonction de ma conscience et de ma conception du judaïsme. Et ça, je pense que c'est important. On a besoin de ce voix-là. Il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec un ami très cher, membre de la communauté juive de Belgique. Il dit, oui, mais ils vont dire le PTB, je ne sais pas qui, le Mélenchon et tout ça. Ils vont dire, voilà, on apporte, c'était à propos de cette pauvre Delphine Orvière et dans Saint-Clair.
elles apportent de l'eau au moulin des ennemis d'Israël, comme s'ils avaient besoin de cette eau-là pour que le moulin de haine tourne. C'est une insulte à l'intelligence. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est le seul critère. Tout le reste est indifférent, ne compte pas. Et rien ne m'a jamais empêché, moi, de tenir la corde par le debout. Je dis aux antisémites, aux antisionistes leur fait, pas peur d'eux, et je dis aux fascistes, à mes fascistes, le leur. On peut tenir de la même manière qu'il est scandaleux de mépriser la souffrance d'un enfant palestinien sous prétexte qu'il y a eu des enfants qui ont été tués à Kfar Aza. Les deux. Il y a de la place dans mon cœur pour la souffrance des deux. Sinon, je ne mérite pas mon nom d'homme. Et ça, c'est quelque chose qui est important à dire même aux oreilles des antisémites. Même aux oreilles, il ne faut pas leur offrir le plaisir de dire ils se taisent parce qu'ils sont solidaires de Netanyahou. Non, je ne suis pas la solidaire de Netanyahou. Je suis solidaire du peuple d'Israël, de l'histoire de ce pays, qui est une partie de mon histoire, mais pas de n'importe quel abruti qui, à la faveur de n'importe quelle élection, se trouvait à la tête du gouvernement. Ça, non. Ça, non. Et ça, je sais que c'est compliqué. C'est une attitude difficile. Parce que ça, je sais qu'il y a de l'antisémitisme et de la mauvaise foi et que des gens honorables sont en but à des crachats publics quotidiens. Je sais ça. Il faut subir et il faut réagir. C'est comme ça. C'est notre devoir, évidemment, de politique quand on fait de la politique, évidemment d'hommes et de femmes. Femmes publiques ne marche pas très bien. D'hommes publics quand on fait fonction d'intellectuels et de citoyens, tout simplement. Et de citoyens. Et moi, c'est ma position. Je ne prétends pas qu'elle soit l'unique possible, mais je crois que c'est la plus honorable. Alors, une dernière question avant de céder la parole à la salle. Si tu avais devant toi un diplomate qui vient d'être nommé, un diplomate israélien ambassadeur dans une capitale d'Europe occidentale, et qu'il te demande comment bien remplir sa mission, comment toi tu t'y prendrais? Que lui dirais-tu? Je lui dirais que c'est une lost cause. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Moi, ce que je fais, pendant 2 ans, pas tenu davantage. C'est que moi, j'ai exploité les failles d'un gouvernement fait de briques et de broc, où je pouvais avoir, à cause de cela même, une liberté de parole qui n'est pas donnée à tous les diplomates. À cela s'ajoute le fait que j'étais à Paris, que j'étais connu comme le loup blanc, que j'avais une latitude qu'aucun diplomate n'a généralement. Mais c'était à l'époque. Qui était à l'époque? Sharon. Sharon est venu quand moi j'étais en poste. Sharon, c'était le diable. Sharon. Mais Sharon était un poussin par rapport à ces gens-là. Sharon était un homme rationnel. Il a fait d'énormes erreurs. Il a commis des crimes. Mais il était capable de comprendre le monde dans lequel il vivait. Et il a dit cette phrase extraordinaire: ce que l'on voit d'ici, on ne le voit pas de là-bas. Alors, Sharon, Premier ministre, et Shimon Peres, ministre des Affaires étrangères, ça se compare avec ça? Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, un diplomate qui arrive aujourd'hui à Bruxelles, ou à Paris, ou n'importe où, il faut qu'il défende ça. Et ça, c'est quoi? Ça, ce sont des gens qui disent il faut jeter, ministre, une bombe atomique sur Gaza, il faut tuer tout le monde, enfants compris. Il y a pas,
un grain de riz qui doit entrer là-bas. Il faut que tous ils crèvent de faim. Ça, je cite, hein, des ministres et des députés qui est tombé à bras raccourcis sur une femme médecin qui est venue témoigner à une commission de la Knesset pour dire, embargo ou pas, un enfant, j'ai vu un enfant mutilé, un enfant de 4 ans mutilé d'un bras, il a besoin d'un analgésique. Et il se fait hurler dessus. Comment oses-tu même imaginer une chose pareille, qu'on donne des médicaments à ces gens-là? Et donc, qu'est-ce qu'un ambassadeur peut bien faire dans ces circonstances? Rien. Absolument rien. Ou bien il se tait dans toutes les langues, ou alors il annonce les platitudes de Guy Donsard. Nous avons l'armée la plus morale au monde. Nous avons l'armée la plus morale au monde. Oui. Mais quand on soupçonne qu'il y a un terroriste qui est dans un immeuble de 7 étages, un terroriste, on fait tomber tout le bâtiment, 7 étages, pour lui. Dans les décombres, il va y avoir quelques dizaines de femmes et d'enfants. Voilà l'armée la plus morale au monde. C'est-à-dire que le seul conseil que je lui donné, ce serait démissionne. Merci. Est-ce qu'on a des micros? Merci Élie et Nicolas. C'est toujours un plaisir de t'écouter, Élie. Même si les nouvelles sont... Il n'y a pas de bonnes nouvelles, mais comme tu as dit, c'est bien d'être ensemble et d'écouter ton analyse personnelle, brillante. Ma question est, est-ce que toi-même, est-ce qu'il y a des gens proches de toi en Israël qui continuent en parallèle ou à côté de tous les autres à réfléchir sur cette solution politique? Qu'est-ce qu'on fait avec ces Palestiniens? Est-ce que la solution des 2 États est vraiment devenue une chimère? Quel est l'état des réflexions des intellectuels comme toi sur cette question, ou doit-on oublier les 2 États? Et par quoi on va les remplacer? C'est ça la question. Il y a deux niveaux de réponse à ta question. L'une est théorique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'accroche à la solution des États ou on imagine autre chose? Et là, moi, je dois dire, je ne peux rien imaginer d'autre. Je ne peux rien imaginer d'autre. Je ne vois pas d'autre solution. Et tous ceux qui disent qu'il y en a une autre, à mon avis, disent n'importe quoi. Il y a le rêve à l'extrême gauche de l'État binational, la guerre civile jusqu'à la fin des temps. Et il y a le rêve symétrique à l'extrême droite de l'État binational. La différence étant que c'est un État binational où la moitié de la population n'aura pas de droits civiques. Voilà les positions. L'autre jour, j'ai lu un papier dans Le Monde de mon ami Yossi Beilin, auquel je n'ai rien compris, je dois dire. Moi, j'aime bien Yossi, c'est un vieil ami. On a fait un bout de chemin ensemble. Mais il propose une espèce de confédération bizarre. Et ça, en rentrant, je vais l'appeler, je dis, écoute, explique-moi un peu, j'ai besoin d'une analyse de texte. Les gens sont tellement désespérés qu'ils essaient d'imaginer toutes sortes de choses. Il n'y a pas. Il y a où la perpétuation de l'occupation, avec à la clé
un autre nettoyage ethnique, une deuxième Nakba. Ils le disent d'ailleurs. Ils disent clairement, c'est ça qu'ils veulent. Ou bien, malgré tout, la solution à 2 États. C'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué, je le sais. Mais je ne vois pas autre chose. Vraiment, je ne vois pas. La perpétuation de l'occupation étant à terme la mort de l'État juif. Tout simplement. Ça, il faut bien le comprendre. On ne pourra pas vivre là-bas. Il y aura une minorité d'excités qui vont... Oui, il y aura toujours des séides, des sicaires, mais c'est tout. C'est tout ce qu'il y aura. Alors, qu'est-ce que je fais moi, puisque c'était la question? Que font des gens comme moi? Chacun fait ce qu'il peut. Et il y a des ONG. Moi, je travaille surtout dans une ONG qui s'appelle Policy Working Group, qui travaille avec l'étranger, qui essaie de maintenir un dialogue avec des gouvernements et des parlements, et notamment en Europe. Voilà, c'est-à-dire on fait vraiment ce qu'on peut. Mais je ne crois pas qu'on puisse beaucoup. Je crois qu'il y a des moments comme ça, il y a une espèce de plage comme ça, très agitée. Mais quand on arrivera au bout de ce segment de folie, à ce moment-là, les choses vont s'emballer. Et j'espère, je crois, qu'à ce moment-là, on verra qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est pas pour rien qu'on en parle depuis tant de temps. On en parle depuis 1937, comme tu le sais, c'est-à-dire le premier plan de partition du pays, la commission Peel, 1937. Depuis, on n'a pas inventé mieux. Il n'y a pas. S'il y avait une autre solution, ça se saurait. Le problème, c'est que c'est de plus en plus difficile parce que la colonisation est galopante et qu'il y a déjà la 3e et 4e génération née dans les colonies. Ils ne conçoivent pas un autre monde. Et donc, beaucoup sont très radicalisés. Et donc ça, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. On va passer par là. On va switcher. Lorsque voilà, une autre victime du combat pour la paix. Oui, lorsque tu parles de l'alternative entre la paix régionale et la guerre permanente, il ne faut pas réfléchir un quart de seconde pour connaître le bon choix. Et pourtant, aux yeux des Israéliens aujourd'hui, ce choix n'est pas évident. Comme si ils étaient dans l'obscurité et il fallait que quelqu'un allume la lumière. Il fallait que quelqu'un allume la lumière. Est-ce que tu penses que si MBS s'adressait directement au peuple israélien en énonçant cette alternative, il allumerait la lumière? Et pour rappel, avant l'arrivée de Sadat à Jérusalem, 2/3 des Israéliens étaient contre le retrait du Sinaï. Et après son arrivée, 2/3 des Israéliens étaient pour le retrait du Sinaï. Alors, j'ai lu le papier, le mémo que tu m'as envoyé, où il est question, entre autres, de ça. C'est-à-dire qu'une espèce d'adresse directe du prince héritier saoudien à l'opinion israélienne, peut-être dans un journal israélien ou autrement. Je trouve que c'est une très, très, très bonne idée. Et je vais la plaider auprès de l'Élysée. J'y vais la semaine prochaine, puisqu'ils maintenant ils font des choses ensemble, pour qu'il la suggère à MBS. C'est une très, très bonne idée. Il faut le convaincre de la faire. Pour lui, c'est écrire dans un journal sioniste, mais comme ton document l'a dit, c'est peut-être pas lui-même, ça peut être je ne sais pas, son ministre des Affaires étrangères. De manière audiovisuelle, c'est pas plus adapté? Oui, enfin, d'une manière et d'une autre, s'adresser, comme l'a fait d'ailleurs, tu t'en souviens, l'ambassadeur des Émirats aux États-Unis. Et ça a eu un énorme retentissement. Et donc, voilà, c'est une bonne idée. Je vais essayer de la pousser autant que je pourrai. Maintenant,
tu dis comment ça se fait que les gens ne voient pas ça. C'est entre ces deux options, comment ne voit-il pas qu'il y en a une qui va vers la lumière et l'autre vers les ténèbres? Et ça, c'est difficile à expliquer parce qu'effectivement, ça devrait être un no-brainer, comme disent les Américains. Ben oui, il y a la guerre. La guerre explique beaucoup de choses. C'est-à-dire, vous ne savez pas parce que vous ne vivez pas dans cette atmosphère. La guerre est un étouffoir, est un vrai étouffoir. Quand vous avez des body bags qui vous arrivent du front, le débat rationnel est extrêmement compliqué. Il y a la propagande. Il y a une machine de propagande bibiste très huilée. Il raconte n'importe quoi. Mais comme nous savons tous, plus c'est gros et plus ça marche. Ça, il y avait un grand maître qui nous a expliqué ça, Goebbels il s'appelait. Et ça marche. Il y a le phénomène des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, il est rare qu'ils soient favorables à nos idées. Il y a un journal en Israël qui dit ce que nous disons. C'est tout. Alors il y a, dans Yediot, il y a 2 ou 3, il y en a, il n'est pas le seul. Mais comme journal, comme organe, il est le seul. C'est pas beaucoup. Et donc ça, tout ça fait que... Et puis il y a ça on en a parlé, la nullité de la classe politique et de l'opposition parlementaire. Ça devrait être le boulot de l'opposition. Ce sont eux qui devraient dire ça. Il y en a un qui le dit. Ça ne suffit pas. Et en plus, il est considéré évidemment d'extrême gauche. Quand on est social-démocrate en Israël aujourd'hui, on est d'extrême gauche. C'est comme ça. Mais je retiens l'idée de MBS, c'est une très très bonne idée. Ce côté-ci, oui. Pierre a demandé. Oui, Pierre, après. Je ne l'oublie pas. Merci pour tout. Vous avez parlé de toute une série d'acteurs. Qu'en est-il des Palestiniens? Est-ce qu'il y a des Palestiniens à qui on peut parler? Est-ce qu'il y a des Palestiniens qui sont capables d'être une alternative? D'abord, bien sûr qu'il y a l'autorité palestinienne. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle vaut peu. Elle vaut peu. Mais ce sont des gens raisonnables avec qui nous avons fait affaire, qui s'occupent de notre sécurité, qui nous ont reconnus et dont les 2 principaux problèmes, c'est la corruption et la faiblesse. Donc il ne faut pas les laisser seuls. Quand on dit qu'il faut remplacer le Hamas par l'autorité palestinienne, on ne dit pas l'autorité palestinienne, vous venez, vous serez seuls, pas du tout. Il faut les entourer. On parle d'une coalition d'États arabes et européens qui travaillent avec eux pour changer la face de la bande de Gaza et après de l'ensemble de la Palestine. Donc l'argument qu'il y a personne à parler en face est faux. Bien sûr qu'il y a. Seulement, ce qu'on a fait, c'est que, ensuite du fait qu'eux-mêmes ne sont pas très capables, il faut bien le dire, ce n'est pas la direction sioniste des années 20 et 30, loin de là. Mais on a tout fait pour les enfoncer. C'est-à-dire on les a maintenus dans un état tel que même ceux qui seraient capables de faire quelque chose, ils sont ou en prison chez nous ou en prison chez eux. Donc ce n'est pas par hasard, c'est voulu. Il y a une situation objective. Le fait que nous avons une société du premier monde au prix d'une société du tiers-monde, donc ça c'est très compliqué déjà, à la base. Nous ne sommes pas égaux, mais il y a en plus le fait qu'on leur a tapé sur la tête autant qu'on a pu. C'est quoi le Hamas? Le Hamas, c'est une organisation terroriste qui a été favorisée, financée pendant des décennies par Israël. Nous avons soigné dans
dans nos prisons leurs chefs les plus dangereux. Nous avons demandé au Qatar, en 2018, le Qatar a décidé de ne plus envoyer de l'argent. Netanyahou a envoyé le chef du Mossad pour les supplier de reprendre les paiements pour le Hamas. Pourquoi? Il l'a dit. Parce que c'est comme ça qu'on va maintenir la division entre Gaza et qu'on va maintenir l'autorité palestinienne sur les genoux. Il l'a dit. C'était une politique favoriser le Hamas, une politique délibérée. Smotrich a dit encore mieux. Le Hamas, pour nous, it's an asset. C'est un atout. Et donc, évidemment, quand vous avez ça, quand vous ne leur envoyez pas l'argent qu'on leur doit, que nous percevons sur leurs taxes, qu'on les empêche de venir travailler, qu'on les empêche d'avoir la moindre usine, quand on enferme leur chef et quand on fait ce qu'on sait dans les... Comment voulez-vous que ça marche? Évidemment, ça ne peut pas marcher. Alors, mais dernière chose, je dirais là, parce que c'est un argument qui revient souvent. OK, mais est-ce qu'il y a des Palestiniens qui... Ma dernière remarque là-dessus, c'est que avant même de me demander s'il y a des gens en face à qui parler, je veux moi savoir ce que je veux faire. En fait, le problème d'Israël, c'est pas tellement qu'il n'a pas d'interlocuteur. Le problème d'Israël, c'est qu'il ne sait pas où il va. On n'a pas... Le seul projet national israélien aujourd'hui, ce sont les colonies. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. On n'a pas de stratégie. On a commencé cette guerre sans stratégie. On la poursuit sans stratégie. On ne sait pas ce qui va se passer. Quand on a dit il faut réfléchir au jour d'après, Netanyahou dit jamais. On va d'abord la victoire totale et ensuite on réfléchit au jour d'après. C'était délibéré. Et donc, demandons-nous ce que nous voulons avant de dire mais il n'y a pas à qui parler de l'autre côté. Mais on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression que les otages, on n'en parle plus beaucoup. On sait qu'on les retrouvera probablement, mais probablement plus en vie, mais on en parle. Est-ce qu'il se bat, il justifie qu'il se bat pour retrouver les otages ou pas? Parce qu'à un moment donné, son but c'était retrouver les otages. Maintenant... Tout le monde sait que la guerre est le meilleur moyen de ne pas obtenir les otages, de les mettre en danger. Il s'en fout des otages. C'est ça la tragédie. Maintenant, c'est pas vrai qu'on n'en parle pas. On en parle tous les jours, tout le temps. L'opinion parle des otages, la presse parle des otages. Il y a des manifestations quotidiennes. Tout le monde parle tout le temps des otages. C'est vraiment le problème national numéro 1. On en parle, c'est vrai. Mais le gouvernement n'en veut pas. Il n'en veut pas. C'est-à-dire que pour récupérer les otages, ils savent que c'est arrêter la guerre. Arrêter la guerre, c'est aller aux élections. Aller aux élections, c'est perdre le pouvoir. Perdre le pouvoir, c'est aller en prison. C'est les otages sont une nuisance. Voilà ce que c'est les otages. C'est un problème. Ce n'est pas quelque chose qui... Ce n'est pas une cause sacrée, ce qu'il devrait être. Alors rituellement, il dit oui, nous faisons la guerre pour les otages. C'est une blague. Pierre, oh, pardon, excusez-moi. Après. Oui, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Élie. C'est toujours un plaisir de t'écouter. C'est trop facile, en fait, parce que tu dis ce qu'on pense. Et tu le dis mieux que... La prochaine fois, je dirai le contraire. Mais bon, le sujet a déjà été partiellement abordé dans les questions, parce que vous n'en aviez pas de tout parlé pendant ta conférence. C'est l'avenir de la Palestine. Et... ce qui inquiète, et tu l'as mentionné, c'est
ce sont les colonies qui s'implantent avec de plus en plus de pouvoir et qui oppriment les Palestiniens. Et donc, ce qui est important, c'est d'arrêter ce mouvement. Alors, dans une perspective à long terme, je me demande s'il ne faudrait pas pousser à la reconnaissance de l'État palestinien en Palestine et temporairement de mettre Gaza sous un autre statut, de ne pas attendre la réunification, enfin si je puis dire, de Gaza et de la Cisjordanie pour créer l'État palestinien. Donc de faciliter la tâche du futur État palestinien. Et pour Gaza, imaginez par exemple pour 20, 30 ans plus un triumvirat qui s'occuperait de gérer temporairement Gaza en attendant qu'il soit mûr pour rejoindre l'État palestinien déjà créé. Dans le triumvirat, je ne sais pas, on peut rêver, l'État palestinien qui aurait été constitué entre-temps, Israël et peut-être les États-Unis. Voilà. Est-ce que c'est tout à fait absurde? Oui, c'est un modèle possible. Et Lapid, par exemple, avait, lui, comme idée, il dit en avoir parlé avec les Égyptiens, c'est d'en faire un mandat égyptien. Et il a dit, voilà, on va donner ça à l'Égypte pour une période donnée, comme ce que tu suggères. Et en contrepartie, on va annuler leur dette, qui est énorme, que l'Égypte n'arrive pas à payer. Ça, ce serait intéressant pour eux, pour les Gazaouis et pour tout le monde. C'est une idée. On peut aussi proclamer l'État palestinien sur les deux morceaux de territoire et dire qu'à Gaza, il y a un travail de reconstruction à accomplir. Et donc, on met ce morceau-là sous tutelle palestino-internationale le temps qu'il faudra pour la reconstruction. Tout est possible, évidemment. Tel que c'est, de toute façon, ce territoire détruit. Il faut savoir que près de 90% du territoire, du bâti, a été soit détruit, soit endommagé. Près de 90%. Il y a des quartiers entiers où il ne reste rien. Ce sont des monceaux de ruines. Sans parler du fait qu'il y a des dizaines de milliers d'obus qui n'ont pas explosé. Toi, tu sais ça mieux que quiconque sait que cela signifie. C'est-à-dire d'une part, des blessés, des morts, des mutilés pendant des années, et d'autre part, l'empoisonnement des terres. C'est-à-dire, c'est une situation dantesque, vraiment dantesque. Alors, on me dit, ça prendra 100 ans, ça prendra... C'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que si la communauté internationale s'y met, en clair, les États du Golfe, sous une administration efficace, ça peut aller relativement vite. Je ne sais pas ce que ça veut dire, relativement vite. 7 ans, 10 ans. En tout cas, on doit pouvoir voir des résultats assez rapidement, à condition qu'on s'y mette et qu'on mette l'argent sur la table, l'argent nécessaire sur la table. Rien n'est jamais complètement désespéré. Songez à ce qu'était l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Tout est possible, à condition que la politique et l'économie s'y mettent. La tâche est gigantesque. Mais ce que tu dis est évidemment raisonnable. On ne bâtit pas un État avec ça. Il faut d'abord réhabiliter, reconstruire, recréer. Il n'y a pas une école. Les enfants ne vont pas à l'école. Enfin, c'est une dévastation complète, totale. Et donc, il faudra évidemment reconstruire tout ça. Oui. Alors, j'ai 2 petites questions. La première, il y a eu une conférence à Jérusalem il y a une dizaine de jours, le 8 et le 9 mai, It's Time, où il y avait justement 60 ONG
israélienne et palestinienne, et aussi Ehud Olmert et Nasser Al-Kidwa qui ont parlé. Donc ma question, c'est pourquoi on a très peu entendu parler de cela. Je sais que c'est relativement petit. Pourquoi on a très peu entendu parler? Pourquoi on n'en a pas entendu parler? Et qu'est-ce que tu penses de cette initiative qui est un peu dans nos idées, qui est justement pour les deux États? Et la deuxième question, c'est Macron va sans doute reconnaître relativement vite la Palestine. Et ma question, c'est est-ce que les Israéliens ne vont pas dire ce de nouveau un antisémite? Est-ce que Macron ne pourrait pas en même temps reconnaître Jérusalem-Ouest, qui n'est pas discutée, comme capitale d'Israël, ce qui permettrait en fait de se faire entendre par les Israéliens et même par la droite israélienne? Merci. Mais sur la première question, pourquoi on n'en a pas parlé davantage, je ne le sais pas. On en a parlé en Israël. Disons que des ONG qui se réunissent pour parler de la paix, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Je veux dire, on en a eu beaucoup. Mais je suis incapable de vous répondre. Je ne sais pas si on en a parlé peu ou beaucoup ou pas du tout. On en a parlé un peu, je vis ici et là. La deuxième question, en revanche, est intéressante. On va dire de toute façon que Macron, on l'a déjà dit, que Macron est antisémite. C'est-à-dire, reconnaître l'État palestinien, c'est un acte d'antisémitisme évident. Et donc, ils l'ont déjà dit. Donc, ça commence à être compliqué parce que ce sont les Français, ce sont les Anglais, ce sont les Canadiens, demain, les Australiens. Ça fait beaucoup d'antisémites. Or, nous savons qu'il y a beaucoup d'antisémites, mais autant, ça commence compliqué. C'est un argument qui devient éculé, même pour la droite qui n'est pas complètement folle en Israël. Alors, est-ce que Macron devrait reconnaître en même temps Jérusalem? Non, il ne devrait pas. Il ne le fera pas d'ailleurs. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est illégal. Le statut de Jérusalem doit être décidé par la négociation. Ce que Trump a fait est quelque chose de misérable, qui ne sert à rien, la cause de la paix. Mais aussi parce que c'est une illusion de croire que s'il reconnaissait Jérusalem, il serait admis et caressé dans le sens du poil par la droite israélienne. C'est pas comme ça que ça se passe. Quoi qu'il fasse, c'est déjà un antisémite. Donc il ne faut jamais essayer d'acheter quoi que ce soit à ces gens-là. C'est l'éternelle erreur de la gauche modérée. On va montrer qu'on est un peu de droite, qu'on est un peu nationaliste, qu'on est un peu ceci, qu'on est un peu cela, et on va se faire des amis. Jamais. On ne se fait jamais d'amis avec eux. Donc, Macron ne le fera pas pour des bonnes raisons diplomatiques, juridiques, tout ce que vous voudrez. Et il ne le fera pas non plus parce que s'il me demandait est-ce que je dois le faire pour grappiller quelques sympathies à la droite de l'échiquier politique israélien, je dirais non, ne le faites pas, ça ne servira à rien. Monsieur. Oui, bonsoir. J'aurais 3 questions. La première, un peu illusoire peut-être. En 2000, il y avait un accord entre les négociateurs palestiniens et israéliens et le gouvernement israélien de créer un État palestinien sur Gaza et 95% de la West Bank, et qui a été refusé par Arafat. À votre avis, si cet État palestinien avait été réalisé il y a 25 ans, quelle serait la situation aujourd'hui? Bon, je sais que c'est la boule de cristal. C'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'un État palestinien, est-ce que ça a du sens à partir du moment où il y a 2 régions séparées géographiquement? Bon, Dom avait parlé d'un tunnel entre les deux, mais d'une certaine manière, si il y a des États palestiniens, il en faudrait peut-être même 2. Et la troisième question est, admettons que le gouvernement Netanyahou tombe demain, est-ce que dans la situation, ça n'a rien à voir avec la précédente, est-ce que dans la situation actuelle, est-ce qu'on peut mener une campagne électorale normale en Israël, vu toute la situation, les milliers de soldats qui ne sont pas à la maison et tout le reste?
Alors, est-ce que si ça avait marché à l'époque, il y a eu Camp David II, ensuite il y a eu Tabac, et ensuite il y a eu Annapolis, il y a eu plus de tentatives, on était très près vraiment. Arafat a dit non. Barak était en bout de course, politiquement fini. Olmert aussi. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que ça n'a pas marché. Moi, je crois que Arafat est l'un des grands vilains de cette histoire. C'est l'un des grands vilains, non pas parce qu'il ne voulait pas, il voulait. Mais il a eu peur, enfin, on ne va pas rentrer dans la psychologie d'Arafat. Toujours est-il qu'il n'a pas été à la hauteur. Arafat a eu son heure de gloire, mais ce n'était pas Ben Gurion. Et donc, je pense que les responsabilités de l'échec final ont été largement partagées, avec la sienne probablement plus grande que la nôtre. N'oublions pas Clinton, qui a eu aussi sa part dans l'échec. Toujours est-il que ça n'a pas marché. Comment cela aurait évolué, je suis incapable de vous le dire. Ce qui est certain, c'est que les conditions, paradoxalement, sont meilleures aujourd'hui qu'elles étaient à l'époque. Si on voulait aujourd'hui, ça marcherait davantage, parce qu'il n'y a plus, parce que le front réjectionniste a pris du plomb dans l'aile. À l'époque, c'était compliqué. Il y avait un vrai militantisme contre les accords d'Oslo. Il y avait le Hamas, précisément. Il y avait des relations d'extrême gauche. Il y avait un vrai mouvement contre. Et puis, il y avait l'axe de résistance. Il n'y a plus tout ça. Il y a eu une telle souffrance côté palestinien que maintenant, ils ont compris. S'ils pouvaient maintenant avoir ce qu'ils auraient pu avoir à l'époque, ils le prendraient d'enthousiasme. Aujourd'hui, ça pourrait marcher. Surtout aider comme il devrait l'être. C'est tout ce que je peux dire sur la première question. La deuxième, c'était quoi déjà? Oui. Ah oui, Gaza un État palestinien séparé. Pas terrible. Mais la géographie est ainsi faite. Je n'y peux rien. Vraiment pas terrible. C'est-à-dire là, on a tous les modèles possibles, imaginables. Vous en avez mentionné un vous-même, le tunnel. On a parlé d'un pont, on a parlé d'une route extraterritoriale. On a tous les plans possibles, imaginables. Ce n'est pas terrible. Mais on vit là-bas. Et je ne vois pas qu'on ait le choix. Ce qu'on aurait dû faire, ce n'est pas la récupérer en 67. On aurait pu obliger les Égyptiens de garder là-bas. Ils n'en ont pas voulu. Mais on aurait pu leur dire, c'est ça ou il n'y a pas d'accord. Pas en 67, je veux dire en 78, au moment de la paix avec l'Égypte. C'était difficile pour Sadat de dire, écoutez, je ne fais pas la paix parce que je ne veux pas de mes frères palestiniens. On aurait dû à ce moment-là refuser, mais il y en a beaucoup qui voulaient le récupérer. Beaucoup voulaient le récupérer. C'est-à-dire que Gaza a toujours été une terre convoitée par une part non négligeable de l'opinion publique israélienne. Et c'est pour ça qu'on est resté collé avec cette histoire-là, jusqu'à ce que Sharon décide de s'en séparer. Mal, il a fait ça très mal. Ça aurait pu être mieux fait, mais ça s'est fait comme ça. Et maintenant, le peuple palestinien est séparé entre deux tronçons. Encore une fois, ce n'est pas idéal, mais je ne vois pas qu'on y puisse quoi que ce soit. Et il y avait une troisième question qui était... Alors, comment faire, comment organiser une campagne électorale dans les conditions qui sont les nôtres? Facile. Moi, la première fois que j'ai voté de ma vie, c'était pendant une marche dans les montagnes de Jérusalem.
à l'armée. On s'est arrêté pour bivouaquer. La nuit, les urnes sont arrivées, on nous a réveillés et nous avons voté. Tout est possible. Et je vous assure que les gens iront voter nombreux, parce qu'ils viendront de l'étranger pour voter. Il y a une terrible soif de processus électoral. Et si vous allez à Tel Aviv et ailleurs, vous voyez des calicots énormes, Bchirot Achav, élection maintenant. Les gens veulent voter, parce qu'ils savent que c'est la seule manière de se débarrasser de l'intérieur. On prend encore 2 questions. Allez, 2 questions. Encore 2 questions, une de chaque côté. Alors, Monsieur Bernavi, vous avez, dans votre présentation, il y a ceci de paradoxal. Vous nous avez pas annoncé de très bonnes nouvelles, mais vous nous avez fait du bien. En tout cas, moi, vous m'avez fait beaucoup de bien. Et je voudrais sincèrement vous en remercier. Parce que je me souviens de vous, au printemps 2023. On était près du Parlement européen. Et ce que vous disiez, c'était ceci. Si vous aimez Israël, vous devez barrer la route à Netanyahou. Il s'est passé ce qui s'est passé. Netanyahou a mené une politique absolument désastreuse et le politique est bloqué. J'ai 2 questions. Est-ce que la société civile, est-ce qu'on pourrait envisager une initiative par le bas venant de la société civile israélienne avec des sociétés civiles du Moyen-Orient? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est s'agissant des diasporas. Compte tenu du fait que l'initiative politique par le haut, elle est bloquée, peut-on imaginer une initiative qui serait prise par les diasporas, ici en Europe par exemple, ou en Amérique du Nord? Et dans ce cas-ci, est-ce que la diaspora en Belgique pourrait y jouer un rôle conséquent? Écoutez, sur les 2, la première question, j'ai touché un peu au début de mon intervention. La société civile ne peut avoir une action déterminée que dans un cadre insurrectionnel. La société civile peut faire la révolution. Elle peut faire ce qu'elle a fait, par exemple, ce qu'elle est en train de faire en Serbie, ce qu'elle a fait lors de la révolution des couleurs dans l'ex-empire soviétique, mais c'était des situations révolutionnaires. Nous n'en sommes pas là en Israël. En Israël, le peuple ne se révoltera pas physiquement. On manifeste beaucoup, et c'est déjà pas mal, mais la société civile n'est pas un substitut à la politique. Souvent, d'ailleurs, on manifeste en se disant apolitique. Quand je suis rentré, nous sommes rentrés, ma femme et moi, en Israël en 2011, d'ici, il y a eu une énorme vague de manifestations contre la vie chère. Énorme. On avait loué un appartement, on regardait en bas, c'était des marées humaines incroyables. Et j'ai eu l'occasion de parler avec des organisateurs de ce mouvement. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous allez en faire de ce mouvement? Comment vous allez le traduire politiquement? Ils m'ont dit, mais nous, on ne fait pas de politique. On est apolitique. On veut tout le monde. Depuis la gauche jusqu'à la droite des colons. Et je dis, ben, autant vous arrêtez tout de suite, vous êtes fichus. Et effectivement, Netanyahou leur a jeté un os, une commission, et le mouvement s'est défait. Ça a été pareil après l'assassinat de Rabin. Et c'est pareil maintenant. Il y a d'énormes manifestations, sans précédent. Mais elles ne se traduisent pas
politiquement, donc elles ne servent à rien. La seule chose qui pourrait marcher, c'est la grève générale, une grève générale insurrectionnelle. La Histadrout est au main du Likoud. Alors la grève générale, ça va attendre. Et donc, il n'y a pas grand-chose à attendre de la société civile, sauf, et ce n'est pas rien, la préparation et l'entretien des esprits. Imaginez une société israélienne où il n'y aurait pas eu des manifestations pendant 10, 11 mois, incessantes. Ils auraient passé tout leur cours d'état juridique comme ça, judiciaire. Mais ils n'ont pas pu le faire parce qu'il y a une vertu à l'agitation populaire. Mais ne résout pas le problème. Netanyahou est toujours là. Et c'est là que la société civile est impuissante. En démocratie, on a besoin d'élections. Alors, pour vous dire, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de la diaspora, qu'est-ce que vous voulez que la diaspora y fasse? Les Israéliens ont une idée sentimentale de la diaspora, mais ça ne va pas au-delà. Essayez de leur dire que faire. Vous allez voir comment vous serez reçus. Alors, ce que j'ai oublié de dire, puisqu'il y avait aussi cet aspect, la société civile israélienne qui collaborait avec la société civile du Proche-Orient. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des ONG qui collaborent, oui. Ce sont généralement des gens de gauche qui se font conspuer par tout le monde. Tout ça pour dire que je ne crois en définitive que dans la politique de pouvoir, dans les relations de pouvoir. Et c'est pour ça que je compte toujours sur l'étranger. C'est là, je pense qu'en définitive, la réponse à notre malheur n'est pas intérieure. Nous, on peut, comme je l'ai dit, préparer les esprits. Ceux qui peuvent changer les choses, c'est l'étranger. C'est l'Europe et c'est surtout l'Amérique. Eux ont de quoi faire plier le gouvernement d'Israël. Et il s'agit, je dis bien faire plier, il s'agit donc d'un jeu de puissance. Et à ce moment-là, la société civile interviendra parce qu'il y a une chose que les Israéliens ne supporteront pas, c'est qu'on les coupe du monde. Nous ne sommes pas la Corée du Nord. Pas encore. La dernière question. Merci beaucoup. Elie Barnavi, merci beaucoup pour votre intervention. Je vais me lever. Je m'appelle Dan Schreiber et j'ai trouvé vraiment votre intervention toute la soirée très encourageante, en effet, comme vous l'avez dit. Ça nous donne quand même une lueur d'espoir dans le contexte actuel. Et je crois que ça nous mobilise aussi en tant que diaspora. Donc, dans le dernier message que vous venez de lancer, même si c'était d'une certaine manière un petit peu atténué, je pense qu'il y a quand même un volet sur lequel il y a quelque chose qu'on peut faire. Et vous l'avez signalé aussi au CCLJ, c'est notamment à travers les élections qui se présentent, pour le Congrès sioniste mondial. Et je pense qu'à ce niveau-là, ce serait intéressant d'entendre aussi votre perspective là-dessus, parce que vous parliez de l'aspect du pouvoir aussi comme levier principal, et au niveau de la codécision de la diaspora aux côtés d'Israël, le peu qu'on puisse faire, c'est peut-être aussi à travers cet angle-là, dans l'immédiat. Donc je serais intéressé d'avoir aussi votre perspective là-dessus. Au-delà de ça, une autre petite question. Très souvent, quand il n'y a pas de décision qui se prend, et je pense qu'on fait face à une impasse de société pour l'instant, face à la situation actuelle, c'est le temps qui fait son travail et qui mène à des réalités par la force des choses. Et je serais curieux de savoir, de votre point de vue d'historien, quels sont les drivers principaux qui influenceraient la direction que prendraient les choses dans le contexte d'indécision en termes de projet de société. Je vous remercie. Est-ce que je peux dire un mot concernant les élections?
C'est très rapide. Les élections pour l'organisation sioniste mondiale se tiennent les 8 et 9 juin 2025 et nous pouvons voter ici en diaspora par voie électronique. Et il existe une liste qui est d'ailleurs emmenée par Dan Schreiber à laquelle le CCLJ, dont le CCLJ fait partie, qui est la liste de l'Union pour un sionisme démocratique et laïque, qui est composée du Meretz, du CCLJ, de la GJL et de la Shomerat Seir. Et je pense qu'il est important de voter dans le contexte actuel, puisque c'est un des seuls espaces où, même si la relation n'est pas toujours équilibrée, mais où diaspora et Israéliens peuvent discuter et définir les grandes orientations du sionisme pour les prochaines années. Vas-y, Elie. Et si vous avez des questions à poser à Dan, il se fera un plaisir de vous y répondre dans le foyer près de la télévision. Je suis loin d'être spécialiste de l'Organisation sioniste mondiale et des élections. Je sais que ça existe. Je sais que c'est largement dominé maintenant par la droite. Je sais qu'il y a de l'influence là-bas et de l'argent. Ils ont des budgets et des budgets qui comptent pour des domaines importants au sein du monde juif, mais aussi en Israël, et qu'il est extrêmement important que notre voix se fasse entendre. C'est tout ce que je puis dire, parce que ce serait une triste chose que l'OSM soit habité, dominé uniquement par la droite et les religieux. Notre faiblesse, comme toujours, c'est nos organisations. C'est le problème des libéraux en général. Les ultra-orthodoxes, qui ne sont pas sionistes, mais qui sont entrés en masse parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de fric là-bas, eux savent s'organiser. Le rabbin leur dit comment voter, hop, et ils votent tous comme un seul homme. Je ne prétends pas jouer le rôle de rabbin, ni lui d'ailleurs, même lui. Mais c'est important de donner 10 minutes, un quart d'heure, pour que nous puissions faire aussi masse, pour que nous existions dans le cadre de cette organisation sioniste mondiale qui n'a pas la puissance qu'elle avait avant la création de l'État d'Israël, mais qui n'est pas rien, qui est un centre de pouvoir important. On dit que c'est le Parlement du peuple juif, et c'est vrai, ça remplit un peu le rôle du Parlement du peuple juif. Alors pour le reste, comment tout ça va évoluer? Vous me posez une question qui est vaste sur toi à cette heure-ci. Je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est une chose qui me paraît importante de comprendre et que je répète comme un mantra chaque fois que j'en ai l'occasion. Il ne faut pas désespérer. Et ceux qui s'imaginent que nous traversons une phase épouvantable et qu'après ça, il n'y aura plus d'avenir, évidemment, se trompent. Toutes les nations passent dans leur histoire par des phases douloureuses d'éclipse morale, de politique et de pouvoir. Et généralement, ils s'en remettent. Vous avez tous exemples en mémoire, je n'ai pas besoin d'y revenir. Souvent, il suffit de peu de choses. Et l'espoir revient, et l'envie de faire, et d'être, et de vivre, et de reconstruire. Et on s'aperçoit que ça n'a été qu'un très mauvais moment qu'on a passé. Et donc, que vous dire, il ne faut pas perdre l'espoir, parce que l'espoir n'a jamais servi, n'a jamais été un programme politique intéressant. Le désespoir. Merci.